La pluie martelait le pare-brise tandis qu'Arthur Blanchard se frayait un chemin dans la circulation du soir. Ses jointures blanchies sur le volant, à 72 ans. Il pensait avoir vu tout ce que le monde pouvait lui infliger, 30 ans en tant que procureur fédéral. Une autre décennie à conseiller des entreprises du Fortune 500 sur les litiges d'entreprise. Il avait construit des empires et les avait démolis avec la même précision, mais l'appel téléphonique qu'il avait reçu 2 heures plus tôt avait ébranlé quelque chose dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de sa femme. « Papa !» La voix de Colin avait été à peine un murmure. « J'ai besoin de toi ?» Son fils ne demandait jamais d'aide. Pas quand sa femme Kelly était morte 3 ans plus tôt, pas quand il avait perdu son cabinet d'architecture, pas quand Arthur savait. Mon Dieu, il savait que Colin se noyait, l'orgueil coulait dans le sang des Blanchards comme du fer. Et cela leur avait coûté à tous deux plus qu'ils ne l'admettraient jamais. Arthur se gara sur le parking de l'hôpital. L'enseigne néon d'urgence projetait des ombres rouges sur les espaces vides. Memorial General. Il avait donné assez d'argent à cet endroit pour qu'une aile porte son nom. Mais ce soir, il n'était pas là en tant que bienfaiteur. Les portes automatiques s'ouvrirent et l'odeur antiseptique l'assaillit immédiatement. Ce mélange unique de désinfectant et de désespoir que chaque hôpital portait comme un uniforme, le hall principal était presque vide, un agent de sécurité lui fit un signe de tête depuis son bureau, Arthur passa devant le kiosque d'information, devant la boutique de cadeaux fermée avec ses fleurs fanées derrière la vitre, suivant les panneaux vers l'aile pédiatrique, ses chaussures en cuir italien claquaient sur le linoléum. Chaque pas résonnant dans le silence fluorescent, il trouva Colin dans une salle d'attente au 4e étage. Arthur s'arrêta sur le seuil, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. Son fils était affalé sur une chaise en plastique, les coudes sur les genoux, le visage dans les mains. Les vêtements de Colin étaient froissés, la même chemise boutonnée qu'il avait portée à l'enterrement de Kelly, maintenant tachée et chiffonnée, ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, pendaient mous et gras, une barbe inégale et négligée couvrait sa mâchoire. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en 3. Colin. La tête de son fils se releva d'un coup, des yeux rougis par les larmes rencontrèrent ceux d'Arthur, et pendant un moment, aucun ne parla, le visage de Colin était émacié, creusé par quelque chose de plus profond que le chagrin. « Où est Sema ?» demanda Arthur, forçant sa voix à rester stable. Sa petite fille, âgée de 7 ans, la seule lumière restante dans le monde de Colin après la mort de Kelly. Le rire de Colin sortit brisé. « Les parents de sa mère ne me laissent pas la voir. » Il se leva, chancelant légèrement. « Elle est malade depuis 3 semaines. Pneumonie. Ont-ils dit ?» Sa voix se brisa. « Ils ont dit que si je m'approche de sa chambre, ils me feront arrêter. » Arthur sentit une froide fureur s'installer dans ses os. Ernie et Donna Dawson, il les avait rencontrés exactement 3 fois. Au mariage de Colin, au baptême d'Emma et à l'enterrement de Kelly, chaque fois, il avait senti quelque chose de pourri sous leur façade agréable de banlieusards. Sur quel motif ? Ils ont obtenu une ordonnance d'éloignement d'urgence. Colin sortit un papier froissé de sa poche. Ça dit que je suis un danger pour Emma, que je suis instable, que je... Il ne put terminer. Arthur prit le document, le parcourant d'un œil exercé, la signature du juge Morrison, un charlatan élu sur sa plateforme. Dur avec le crime. Et sa rhétorique sur les valeurs familiales, l'ordonnance était temporaire, valable 2 semaines. Mais elle pouvait être prolongée. Les allégations étaient vagues, mais accablantes. Comportement erratique, abus de substances, incapacité à s'occuper d'un enfant mineur. As-tu été notifié d'autre chose ? Colin secoua la tête. Je suis venu dès que j'ai appris qu'Emma était admise. Donna était dans le couloir. Elle m'a vu et s'est mise à hurler. Elle a dit que c'était ma faute, que j'étais en train de la tuer comme j'avais tué Kelly. Sa voix descendit à un murmure. La sécurité m'a escorté dehors. Je suis assise ici depuis 6 heures. Papa, ma fille est malade et je ne peux même pas lui tenir la main. Arthur observa son fils. Sous l'épuisement et le désespoir, il voyait le petit garçon qui s'était écorché le genou en apprenant à faire du vélo, l'adolescent qui avait veillé toute la nuit pour construire des maquettes de bâtiments, le jeune homme qui était tombé amoureux de Kelly Dawson dans un café un mardi pluvieux. Cet homme était toujours là, enterré sous 3 années de destruction systématique. « Reste ici », dit Arthur. Il se dirigea vers le poste des infirmières avec la confiance qui venait de décennies à commander des salles d'audience. L'infirmière de garde leva les yeux, son badge indiquant Carolina Boone. Infirmière diplômée, j'ai besoin de voir le médecin superviseur pour Emma Blanchard, dit Arthur. Immédiatement, les yeux de Carolina clignotèrent de reconnaissance. Elle avait vu Colin être traîné dehors plus tôt. Monsieur, je ne peux pas.
Arthur posa sa carte de visite sur le comptoir. « Je m'appelle Arthur Blanchard. Emma est ma petite fille. Je suis aussi le principal donateur du Centre Blanchard pour les soins pédiatriques, qui, si je ne me trompe pas, est l'endroit où nous nous trouvons actuellement. » Il garda une voix professionnelle et mesurée. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je suis ici pour m'assurer que ma petite fille reçoit les soins dont elle a besoin, avec son père présent, comme c'est son droit légal. Il y a une ordonnance d'éloignement que j'ai examinée. » Arthur sortit un dossier en cuir de son manteau. « J'ai aussi examiné les dossiers médicaux d'Emma, auxquels j'ai accès en tant que mandataire médical. Vous trouverez la documentation ici, signée par les deux parents il y a 3 ans. À la naissance d'Emma, il étala les papiers sur le comptoir. Procuration médicale signée par Colin et Kelly Blanchard, accordant à Arthur l'autorité de décision en cas d'incapacité ou d'incapacité des deux parents à remplir leurs devoirs. C'était standard pour toute famille avec des actifs importants. Quelque chose qu'Arthur avait insisté pour obtenir. Carolina étudia les documents, puis leva les yeux vers lui. « Les Dawson disent qu'ils ont la garde. Montrez-moi l'ordonnance judiciaire leur accordant la garde. » Silence. Carolina jeta un regard à une autre infirmière, une femme plus âgée aux cheveux gris acier. « Il n'y en a pas, dit Arthur calmement, parce que Colin Blanchard n'a jamais vu ses droits parentaux révoqués. Il n'a jamais été accusé d'abus ou de négligence. Cette ordonnance d'éloignement est basée sur des allégations, pas sur des faits. Et en tant que mandataire médical d'Emma, j'exerce mon droit de déterminer qui a accès à ses soins. Son père sera présent. Si les Dawson s'y opposent, ils peuvent déposer une motion d'urgence auprès du juge. Mais d'ici là, la politique de l'hôpital suit la documentation légale, pas les hystéries. » L'infirmière plus âgée se pencha pour lire les papiers. « Ça semble légitime. Ça laisse. » Arthur croisa le regard de Carolina. « Veuillez notifier la sécurité. Colin Blanchard doit avoir accès à la chambre de sa fille. Ernie et Donna Dawson doivent être escortés hors de l'aile pédiatrique. S'ils refusent de partir volontairement, vous avez ma permission d'appeler la police? Je déposerai une plainte pour harcèlement. » Carolina décrocha le téléphone. 10 minutes plus tard, Arthur se tenait dans le couloir tandis que 2 agents de sécurité s'approchèrent de Colin. Son fils leva les yeux, la peur traversant son visage. « Monsieur Blanchard, » dit l'agent plus âgé, d'un ton respectueux, « nous sommes ici pour vous escorter jusqu'à la chambre de votre fille. » Les yeux de Colin trouvèrent ceux d'Arthur. « Papa, va voir ta fille, » dit Arthur. Tandis que Colin suivait les agents dans le couloir, Arthur entendit des cris de l'autre direction. Donna Dawson surgit au coin, le visage rouge de rage. C'était une femme mince dans la fin de la soixantaine, vêtue de vêtements décontractés chers, qui criait l'appartenance à un country club. Derrière elle, Ernie Dawson avançait péniblement, un homme corpulent au visage rouge et aux yeux trop petits pour sa tête. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla Donna, chargeant vers Arthur. « Il a tué ma fille. Il va tuer Emma aussi. » Arthur ne bougea pas. Il tint sa position, les mains dans les poches, et attendit qu'elle s'approche assez pour sentir son eau de Cologne. « Madame Dawson, » dit-il calmement, « je suis Arthur Blanchard. Nous nous sommes rencontrés. Je sais qui vous êtes. » Elle tremblait de fureur. « Vous pensez que votre argent peut... Je pense que la loi peut... » interrompit Arthur. « Votre fille a été morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. Le rapport de police, l'autopsie, la toxicologie, tout est concluant. Accident de la route. Pas de crime. Il aurait aussi bien pu l'être. » La voix de Donna se brisa. Il la rendait malheureuse. Elle allait le quitter. Alors, elle l'aurait fait. La voix d'Arthur était glaciale. Mais elle ne l'a pas fait. Et elle a laissé Colin comme unique tuteur d'Emma dans son testament. « Pas vous, pas Monsieur Dawson. » Ernie s'avança, sa voix un grognement bas. « Écoutez-moi bien. »« Non !» Le seul mot d'Arthur trancha l'air comme une lame. « Écoutez-moi. Vous avez interféré avec le droit d'un père à voir son enfant. Vous avez déposé de fausses allégations pour obtenir une ordonnance d'éloignement. Vous avez harcelé le personnel de l'hôpital. Si vous approchez de nouveau Colin ou Emma sans une ordonnance judiciaire valide, je vous ferai arrêter pour interférence dans la garde. Nous sommes ses grands-parents. » Le visage de Donna était violet maintenant. Moi aussi. Arthur se pencha assez près pour voir les capillaires éclater dans ses yeux. La différence, c'est que j'ai de la documentation, une documentation légalement contraignante qui me donne l'autorité sur les soins médicaux d'Emma. Vous n'avez rien d'autre que du bruit? Un agent de sécurité s'approcha. « Monsieur et Madame Dawson, vous devez quitter l'aile pédiatrique. »« Ce n'est pas fini, » dit Ernie. Les poings serrés, Arthur sourit alors. Un sourire froid et prédateur. « Non, ce n'est pas fini, parce que demain, je vais faire quelque chose de pire. » Il les regarda être escortés.
les protestations de Donna résonnant dans le couloir, puis il se tourna et marcha vers la chambre d'Emma, ou par la petite fenêtre de la porte. Il pouvait voir Colin assis près d'un petit lit, tenant la main de sa fille, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Arthur resta dans le couloir un long moment, observant son fils, enfin en train de toucher son enfant à nouveau, puis il sortit son téléphone et passa un appel. « Marcus », dit-il quand la ligne répondit. Marcus Lamb avait été son enquêteur pendant 20 ans, un ancien agent du FBI avec des contacts dans toutes les agences qui comptaient. « J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Ernie et Donna Dawson. Dossiers financiers, historiques judiciaires, dossiers médicaux si tu peux les obtenir, emploi, associés, où ils dépensent leur argent. Je veux savoir ce qu'ils mangent au petit déjeuner et avec qui ils couchent. Et jusqu'où ?» La voix de Marcus était nette, professionnelle. « Au fond de l'océan, dit Arthur. Et Marcus, j'en ai besoin pour demain matin. » Il raccrocha et regarda de nouveau par la fenêtre. Emma était réveillée, sa petite main enroulée autour du doigt de Colin, et même depuis le couloir, Arthur pouvait voir le visage de son fils se transformer avec soulagement, amour et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Demain, pensa Arthur, les Dawson apprendraient ce qui arrivait quand on essayait de détruire un Blanchard. Demain, ils apprendraient la différence entre jouer et faire la guerre. Le soleil n'était pas encore levé quand le téléphone d'Arthur vibra sur sa table de nuit. Il était réveillé depuis 1 heure déjà, assis dans son bureau avec du café et les recherches préliminaires que Marcus avait envoyées à 2 heures du matin. Les Dawson, apprenait-il, étaient encore plus intéressants qu'il ne l'avait anticipé. « Parle-moi », dit Arthur en répondant, « j'ai quelque chose ». La voix de Marcus portait cette pointe qu'elle prenait quand il avait flairé du sang. Ernie Dawson a pris sa retraite de Midwest Insurance il y a 5 ans, poste ajusteur senior des réclamations. Salaire 80 000 $ par an. Pension 45 000 annuellement. Et leur maison à Elmwood Hills vaut 2 millions. Ils conduisent des Mercedes assortis, adhésion à un country club, adhésion à un yacht club, maison d'hiver à Scottsdale. Leur facture de carte de crédit du mois dernier s'élève à 30 000. Arthur s'adossa dans son fauteuil en cuir. Héritage. Les parents de Donna étaient des enseignants de classe moyenne. Tous deux décédés lui ont laissé peut-être 50 000 au total. La famille d'Ernie tenait un magasin de quincaillerie qui a fait faillite dans les années 90. Pas d'héritage là non plus. Donc, d'où vient l'argent ? C'est là que ça devient intéressant. Marcus fit une pause. Il y a 3 ans, juste après la mort de Kelly, les Dawson ont soudain commencé à dépenser. Nouvelle maison, nouvelle voiture, frais de scolarité pour une école privée pour Emma, que Colin n'avait pas autorisée. Au fait, ils l'ont retirée de l'école publique sans son consentement. Arthur sentit sa mâchoire se serrer. Il savait cela. Il avait essayé de le contester au début. Mais il l'avait convaincu que c'était ce que Kelly aurait voulu. Il était en deuil, pas en état de penser clairement, le temps qu'il réalise ce qui se passait. Ils avaient déjà établi un schéma comme principaux gardiens d'Emma, garde par attrition, exactement. Ils ont construit un dossier pendant 3 ans. Chaque événement scolaire, chaque rendez-vous médical, chaque fête d'anniversaire, ils s'assuraient d'être là et de documenter les absences de Colin. Qu'ils avaient orchestrées. Je travaille encore à prouver cette partie, mais ouais, j'ai des emails de Donna à l'école d'Emma affirmant que Colin était instable et demandant qu'il la contacte pour toutes les urgences. J'ai des dossiers médicaux montrant qu'elle est listée comme contact principal. Ils l'ont systématiquement effacée de la vie de sa fille. Arthur se leva et marcha vers la fenêtre. L'aube se levait sur la ville, peignant la skyline en nuances d'or et de sang. L'argent, Marcus, d'où vient-il ? Je creuse, mais il y a autre chose que tu dois savoir. La voix de Marcus se fit plus basse. L'accident de Kelly. J'ai obtenu le rapport de police complet et elle rentrait de chez ses parents. Elle y avait dîné. L'accident s'est produit à 23h43 un mardi soir. Elle a heurté un arbre sur un tronçon droit de route. Temps clair. Pas de panne mécanique. Je me souviens, dit Arthur, l'autopsie montrait un taux d'alcool élevé dans le sang. C'est l'eau. Doilo, légalement ivre. Mais voici le truc. Le restaurant où elle était censée avoir dîné, j'ai parlé au propriétaire. Il se souvient de cette nuit parce qu'il y avait une fête privée, le 35e anniversaire de mariage des Dawson. Kelly était là et selon plusieurs témoins, elle ne buvait pas. Elle était la conductrice désignée. La main d'Arthur se serra sur sa tasse de café. Continue. Les flics ont trouvé une bouteille de vin vide dans sa voiture. Du truc cher. Les Dawson ont dit à la police qu'elle devait boire seule dans la voiture avant de conduire. Qu'elle était déprimée. Mais Arthur, Marcus hésita, la bouteille provenait de la cave à vin des Dawson.
Partie d'une collection qu'Ernie avait héritée, seulement 3 bouteilles ont été mises sur le marché. Les Dawson en avaient un tunin. Elle avait été photographiée dans leur maison dans un magazine 2 ans avant la mort de Kelly. Tu dis qu'ils lui ont donné la bouteille ? Je dis que la bouteille était en leur possession et puis elle était dans sa voiture avec son taux d'alcool à 0,12 et elle est morte. Le médecin légiste a noté des ecchymoses sur ses bras compatibles avec quelqu'un qui l'aurait saisi. La police l'a attribué à des blessures d'impact. Arthur ferma les yeux. Ils l'ont tué ? Je ne peux pas le prouver. L'affaire est close. Mais il y a une raison pour laquelle il voulait sa mort. Et je pense que ça a à voir avec cet argent. J'ai juste besoin de plus de temps pour le trouver. Arthur dit « Tout ce qu'il faut. J'ai besoin de savoir ce qu'ils ont fait et pourquoi. » Il raccrocha et resta à la fenêtre un long moment, regardant la ville s'éveiller. Quelque part là-dehors, Ernie et Donna Dawson dormaient dans leur maison chère, rêvant leurs rêves chers, pensant qu'ils avaient gagné, pensant qu'ils avaient s'évolé un enfant avec succès et s'en étaient tirés avec un meurtre. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Arthur passa 3 appels de plus avant 7 heures du matin. Le premier à son avocate, Sharon Davidson, la meilleure avocate en droit familial de l'État. Le second à Blake Reed, un enquêteur privé spécialisé dans les crimes financiers. Le troisième à un vieil ami au FBI qui lui devait plus de faveurs qu'Arthur ne pouvait en compter. Au moment où il arriva à l'hôpital à 8 heures, il avait mis en marche la machinerie de la justice. Il trouva Colin dans la chambre d'Emma, paraissant plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des mois. Emma était assise, mangeant son petit déjeuner, sa couleur meilleure. Elle leva les yeux quand Arthur entra, son visage s'éclairant d'un sourire. Le cœur d'Arthur se serra. Elle avait hérité des yeux de Kelly, brillants et curieux, et des cheveux noirs de Colin. Elle portait une chemise d'hôpital avec des personnages de dessins animés et un cathéter dans son petit bras, mais elle souriait. « Bonjour, princesse », dit-il en traversant vers son lit. « Comment te sens-tu ? Mieux. Le docteur dit que je pourrais peut-être rentrer à la maison dans quelques jours. » Elle regarda Colin. « Papa m'a manqué ? Toi aussi ? Ma chérie, » dit Colin, la voix épaisse. Arthur remarqua le changement chez son fils immédiatement. Colin s'était douché, probablement dans les installations de l'hôpital. Ses cheveux étaient peignés, ses vêtements changés. Le regard mort dans ses yeux avait disparu, remplacé par quelque chose de féroce et protecteur. « Emma, » dit Colin doucement, « est-ce que grand-pa et moi pouvons parler dans le couloir 1 minute ?»« D'accord. » Emma prit une tablette, déjà absorbée par un jeu. Dans le couloir, Colin se tourna vers Arthur. « Qu'as-tu fait ? Ce qui devait être fait. Les Dawson appellent mon téléphone toutes les 5 minutes. Menaçant de poursuite, menaçant de te faire arrêter, menaçant. » Colin s'arrêta. « Papa, ils disent que tu as déclaré la guerre. Ils ont raison. » Arthur croisa le regard de son fils. « J'ai besoin de savoir quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Kelly a-t-elle déjà parlé de ses parents ? De l'argent ? De quelque chose d'inhabituel ?» Colin fronça les sourcils. « Oui. En fait, environ 1 mois avant sa mort, elle a dit quelque chose d'étrange. Nous nous disputions à propos d'argent. J'avais perdu un gros contrat et nous étions serrés. Elle a dit que ses parents avaient offert de l'aide, mais elle ne voulait pas l'accepter. Elle a dit que l'argent était sale. A-t-elle expliqué ? Non, j'ai demandé, mais elle s'est fermée. Elle a dit que ça n'importait pas, que nous nous en sortirions seuls. » Le visage de Colin s'assombrit. La nuit où elle est morte, elle était allée dîner chez eux. Elle m'a appelé vers 22 heures, a dit qu'elle partait, qu'elle avait essayé de leur parler de quelque chose, mais que ça s'était mal passé. Elle semblait bouleversée. C'était la dernière fois que j'ai entendu sa voix. Arthur absorba cela. Que s'est-il passé après sa mort avec les Dawson ? Ils étaient soutenants. Trop soutenants ? Peut-être. Ils ont insisté pour organiser l'enterrement, pour aider avec Emma. J'étais si détruit que je les ai laissés faire. Puis ils ont commencé à offrir de l'argent. Ils disaient vouloir aider avec l'école d'Emma, avec la maison. J'ai refusé au début, mais ils étaient si insistants et j'étais noyé dans les dettes après avoir perdu le cabinet. La voix de Colin devint creuse. J'en ai pris une partie. Mon Dieu, j'ai pris leur argent. C'est comme ça qu'ils ont mis leurs griffes dedans. Je l'ai réalisé trop tard. À ce moment-là, ils avaient donc convaincu les enseignants d'Emma que j'étais peu fiable. Ils avaient dit aux parents de ses amis que j'étais en difficulté. Ils se sont peints comme les stables, ceux qui se souciaient vraiment. Et le pire, les mains de Colin se serrèrent. Je les ai laissés faire. J'étais si brisé après la mort de Kelly que je les ai juste laissés prendre le contrôle. Arthur serra l'épaule de son fils. « Ça s'arrête maintenant ? Je vais t'obtenir la garde complète d'Emma. Je vais exposer tout ce que les Dawson cachent et je vais m'assurer qu'ils ne s'approchent plus jamais de ta fille. »
Comment? Laisse-moi m'en inquiéter. Arthur consulta sa montre. Concentre-toi sur Emma. Sois le père dont elle a besoin. Laisse-moi m'occuper des Dawson. Colin l'étudia un long moment. Tu vas les détruire, n'est-ce pas? Oui, bien, dit Colin calmement, parce qu'ils ont détruit Kelly et ils ont essayé de me détruire. Il est temps que quelqu'un riposte. Arthur quitta l'hôpital avec un sentiment de but qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Les Dawson avaient commis une erreur critique. Ils avaient supposé qu'Arthur n'était qu'un vieil homme riche, quelqu'un qui pouvait être manœuvré ou surpassé. Ils ne savaient pas qu'il avait bâti sa carrière en abattant des gens qui se croyaient intouchables. Ils étaient sur le point d'apprendre. Le bureau de Sharon Davidson occupait le 20e étage d'une tour d'acier et de verre au centre-ville. Arthur la connaissait depuis 15 ans, depuis qu'elle était une associée junior dans un cabinet avec lequel il avait travaillé. Elle était devenue l'une des avocates en droit familial les plus redoutées de l'État, avec une réputation pour laisser les conseils adverses en ruine. Elle leva les yeux quand il entra, son expression déjà informée. « J'ai entendu parler de l'hôpital. Les Dawson ont retenu Frédéric Jamison. » Arthur haussa un sourcil. Freddy, il pratique encore, semi-retraité. Mais il est sorti du bois pour celui-ci, apparemment. Donna Dawson est la cousine de sa femme. Sharon fit signe à Arthur de s'asseoir. Il a déposé une motion d'urgence ce matin demandant la garde immédiate d'Emma en attendant une audience complète. Il prétend que Colin était mentalement instable, potentiellement dangereux, et cite ses problèmes financiers comme preuve qu'il ne peut pas s'occuper d'un enfant. Sur quelle preuve ? Affidavit des enseignants d'Emma disant que les Dawson sont ses principaux gardiens, dossiers médicaux montrant qu'ils l'ont emmené à des rendez-vous, témoins de caractère disant que Colin a été absent et erratique. Sharon fit glisser un dossier sur son bureau. C'est un dossier décent si on ne regarde pas de trop près. Et si on regarde de près, il s'effondre. Ils n'ont pas la garde légale. Ils ont opéré sous l'assumption que Colin se coucherait simplement. Il n'a pas déposé une seule objection en 3 ans, n'a pas combattu leur interférence. Ils ont confondu son deuil avec de la faiblesse. Il a fini de faire son deuil, dit Arthur. Maintenant, il est en colère. Bien, la colère est utile. Sharon sortit un autre dossier. J'ai rédigé une contre-motion. Nous demandons le rétablissement immédiat des droits parentaux complets de Colin, la cessation de tout contact des Dawson avec Emma sauf visite supervisée, et une enquête sur leur conduite. Je demande aussi un audit médico-légal de tout argent qu'ils ont donné à Colin. Et pourquoi ? À quelle vitesse pouvons-nous avancer ? Le juge Morrison a signé leur ordonnance d'éloignement originale, mais il s'est récusé. Apparemment, il a réalisé qu'il avait dépassé les bornes. L'affaire a été réassignée au juge Carolina Boone. Arthur cligna des yeux. L'infirmière d'hier soir, différentes personnes. Le juge Carolina Boone est une juge de la famille sans fioriture qui suit réellement la loi. Nous n'aurions pas pu avoir plus de chance. Sharon s'adossa. Mais Arthur, j'ai besoin de savoir quel est ton vrai plan ici. Ce n'est pas juste à propos de la garde. Ils ont tué leur fille, dit Arthur platement. L'expression de Sharon ne changea pas. Peux-tu le prouver ? Pas encore, mais je le ferai. Alors nous construisons 2 affaires. L'une publique, qui concerne la garde et la protection d'Emma, et l'une privée, qui concerne la justice pour Kelly. Les yeux de Sharon brillèrent. J'assume que tu as des ressources travaillant sur la seconde partie. Multiples. Alors, je me concentre sur la première. L'audience est prévue pour vendredi, dans 3 jours. Peux-tu garder Colin propre d'ici là ? Il reste à l'hôpital avec Emma jusqu'à sa sortie. Après ça, il reste avec moi. Bien, garde-le visible. Garde-le sobre. Garde-le en bon père. J'ai besoin que la juge voie un homme qui reprend sa vie en main. Pas quelqu'un qui spirale. Sharon se leva. Et Arthur, quoi que tu planifies d'autre, garde-le hors de mes livres. Toujours, dehors. Arthur appela Blake Reed. L'enquêteur répondit à la première sonnerie. « J'ai une piste », dit Blake sans préambule. Ernie Dawson avait un second emploi pendant les 10 dernières années de sa carrière. Consultant pour une compagnie appelée Midwest Settlement Group, il se spécialise dans les règlements structurés, aidant les gens qui gagnent des procès à gérer leurs paiements. Et il y a 3 ans, une de leurs clientes était une femme nommée Rosalie Swanson. Elle a gagné un procès pour faute médicale pour 8 millions. Elle a opté pour un paiement structuré sur 30 ans. Ernie Dawson était son conseiller. Arthur sentit les pièces s'assembler. Il lui a volé. Je ne peux pas le prouver encore, mais voici ce que je sais. Rosalie est morte il y a 2 ans. Cause naturelle. Cancer. Mais son règlement aurait dû aller à sa succession. Au lieu de ça, il a disparu. La compagnie prétend qu'il a été payé correctement, mais les records sont un désordre. Combien parlons-nous ?
Si Ernie écumait, ça pourrait être des millions. Les paiements mensuels seuls étaient de 20 000. S'il a redirigé même une portion, Blake fit une pause. Je pense que Kelly l'a découvert. Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire par argent sale, et ils l'ont tué pour la faire taire. C'est une théorie, mais j'ai besoin d'accès au dossier financier des Dawson pour le prouver. Un vrai accès, pas juste ce que je peux tirer des bases de données publiques. Arthur réfléchit un moment. À quel point illégal parlons-nous? Illégal au niveau crime fédéral. Fraude bancaire, fraude électronique, possiblement meurtre. Si nous poursuivons ça officiellement, ça pourrait prendre des années et ne pas coller. Et officieusement, la voix de Blake se fit basse. Je connais des gens qui peuvent entrer dans n'importe quel système. Mais si on se fait prendre, on va tous les deux en prison. Arthur regarda la ville, pensant à sa petite fille, allongée dans ce lit d'hôpital, pensant aux yeux creux de son fils, pensant à l'enterrement de Kelly où les Dawson avaient pleuré des larmes de crocodile tout en planifiant leur prochain coup. « Fais-le, dit-il, donne-moi tout, je prends le risque, j'aurai besoin de 48 heures, tu en as 24. » Arthur passa le reste de la journée à faire des mouvements. Il visita 3 banques, 2 cabinets d'avocats et un club privé très exclusif où il rencontra un homme nommé Lewis Hammond qui avait autrefois été procureur général de l'État et gagnait maintenant sa vie en faisant disparaître des problèmes. Les Dawson, dit Lewis devant un whisky dans une salle privée, sont des criminels de petite envergure jouant un grand jeu, mais ils sont négligents. Si la moitié de ce que tu m'as dit est vrai, ils ont laissé des preuves partout. J'ai besoin qu'elles soient trouvées. Je peux faire mieux que ça? Lewis fit tourner son verre. Je peux m'assurer que quand les preuves surfacent, elles viennent des bonnes sources. Force de l'ordre. Agence réglementaire, l'IRS. Si tu veux qu'ils soient détruits. Arthur. Ils doivent tomber pour des vrais crimes par des vrais canaux. Toute autre chose n'est que vengeance. Je veux les deux, dit Arthur. Je veux qu'ils soient détruits et je veux que ce soit légal. Lewis sourit. C'est pourquoi tu m'as appelé. Donne-moi 3 jours. Tu en as 2? Ce soir-là, Arthur revint à l'hôpital. Il trouva Colin et Emma regardant un film ensemble, la tête d'Emma reposant sur l'épaule de Colin. La vue serra la gorge d'Arthur. Colin leva les yeux et Arthur fit signe vers le couloir. « Demain, dit Arthur calmement, Sharon dépose notre contre-motion. L'audience est vendredi. D'ici là, tu ne quittes pas le côté d'Emma? Tu es un père modèle? Tu es stable, aimant, présent. Compris? Que vas-tu faire? Je vais démanteler les Dawson pièce par pièce. » Arthur croisa les yeux de son fils. « Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Une partie de ce qui va se passer semblera dure, une partie pourrait sembler cruelle, mais tout ce que je fais est pour te protéger. Toi et Emma, Colin hocha lentement la tête, fais ce que tu dois faire. Papa, mets juste fin à ça. Je le ferai. » Arthur était à mi-chemin de sa voiture quand son téléphone sonna. « Marcus, j'ai quelque chose de gros ?» L'enquêteur dit. Les enregistrements téléphoniques de Kelly de la nuit où elle est morte. Je les ai enfin fait déceler et elle a passé 3 appels après avoir quitté la maison de ses parents, un à Colin, Inonation-ja, mais elle a raccroché avant que ça connecte. Et un à un cabinet d'avocats, le pouls d'Arthur s'accéléra. Lequel? Le cabinet de Sharon Davidson a laissé un message vocal à 22h47. Elle disait qu'elle avait besoin de parler de ses parents, qu'elle avait découvert quelque chose d'illégal, qu'elle avait peur. Marcus fit une pause. « La police n'a jamais tiré ce message. Il est toujours dans le système. Envoie-moi le fichier. » Déjà fait? Arthur. Si elle essayait de dénoncer ses parents et qu'ils l'ont découvert, alors ils avaient un mobile pour meurtre. Arthur termina. Bon travail, Marcus. Il s'assit dans sa voiture un long moment, écoutant le message vocal que Marcus avait envoyé, la voix de Kelly, jeune et effrayée. « Mademoiselle Davidson, c'est Kelly Blanchard. J'appelle parce que je pense que mes parents ont fait quelque chose d'illégal. J'ai trouvé des documents chez eux, des relevés bancaires, et je pense qu'ils ont volé de l'argent, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'ils blessent quelqu'un si je les dénonce. S'il vous plaît, rappelez-moi, j'ai besoin de conseils légaux. Le tampon horaire, 22h47. L'accident, 23h43. 56 minutes. 56 minutes entre le moment où Kelly a découvert la vérité et sa mort. Les mains d'Arthur se serrèrent sur le volant. Les Dawson n'avaient pas juste tué leur fille. Ils l'avaient assassinée pour couvrir leur crime, puis avaient systématiquement détruit Colin et essayé de voler Emma pour maintenir leur vie confortable bâtie sur de l'argent volé et des mensonges. Il sortit son téléphone et passa un dernier appel. « Donna Dawson », dit-il quand elle répondit, sa voix tranchante de suspicion. « Vous avez craché ? Vous pensez que vous avez gagné quelque chose ?
On se verra au tribunal, monsieur Blanchard. On verra comment votre argent tient contre eux. J'ai trouvé le message vocal, dit Arthur calmement. Silence. Je sais ce que Kelly a découvert. Je sais pour la fraude sur les règlements, je sais pour Rosalie Swanson, et je sais que vous avez tué votre fille pour la faire taire. Vous êtes fou, mais la voix de Donna vacilla. Demain matin, je donne tout au FBI. D'ici demain après-midi, vous serez sous enquête pour fraude, détournement et meurtre. D'ici vendredi, vous serez arrêté. Et Emma, la voix d'Arthur se fit froide. Vous ne la verrez plus jamais? Pas à travers une vitre, pas sur des photos, pas dans vos cauchemars. Vous êtes fini, Donna. Vous êtes terminé. Je voulais juste que vous sachiez que c'était moi. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. Laissez-les passer cette nuit dans la peur. Laissez-les comprendre ce qui arrivait. Demain, le vrai travail commençait. Le bureau de Blake Reed était dans un entrepôt reconverti dans le quartier industriel, le genre d'endroit qui n'annonçait pas ses services. Arthur arriva à l'aube, entrant par une porte non marquée qui requérait 3 contrôles de sécurité séparés. À l'intérieur, Blake était assis entouré de moniteurs d'ordinateur, ses doigts volant sur les claviers. « Dis-moi que tu as quelque chose », dit Arthur. Blake ne leva pas les yeux. « J'ai tout… » La question est si tu es prêt à l'utiliser. Il afficha un écran montrant un labyrinthe de transactions financières. Ernie Dawson n'a pas juste volé à Rosalie Swanson. Elle était l'une de 7 clientes qu'il a fraudées sur une période de 10 ans. Montant total volé, environ 14 millions. Arthur se pencha en avant. Comment l'a-t-il fait? Les règlements structurés sont payés sur le temps. Ernie mettait en place les paiements, mais créait des sociétés écrans pour intercepter un pourcentage. Les clients recevaient la plupart de leur argent. Pour qu'ils ne remarquent pas les montants manquants, il forgeait des documents, manipulait la comptabilité et empochait la différence. De petites sommes sur de nombreuses années. Et Midwest Settlement Group, ils sont coupables. Mais pas criminellement. Ernie a exploité des failles dans leur supervision. Ils sont incompétents, pas malveillants. Blake afficha un autre écran. Mais voici où ça devient intéressant. Donna savait tout. Elle est co-signataire sur les comptes des sociétés écrans. Elle a aidé à créer la fausse documentation. Ce n'était pas Ernie agissant seul. C'était un partenariat. Kelly a trouvé les documents. Plus que ça, Blake afficha des images scannées. Ce sont de son compte email personnel. Elle avait photographié des relevés bancaires et se les était envoyés. Regarde la date, le jour de sa mort. Elle avait été dans leur bureau à la maison, avait trouvé les preuves et les avait documentées. Puis elle a appelé une avocate. Arthur étudia les photographies, des relevés bancaires détaillés montrant des millions coulant à travers des comptes liés aux Dawson. C'est assez pour poursuivre. C'est assez pour les mettre à l'ombre pour 20 ans minimum. Mais il y a plus. L'expression de Blake se fit grave. Le taux d'alcool dans le sang de Kelly la nuit de sa mort, 0. Doued. Mais sa toxicologie montrait aussi des niveaux élevés d'un sédatif, Rohypnol. Le médecin légiste l'a noté, mais l'a attribué à un usage possible sur ordonnance. Kelly n'avait pas d'ordonnance. Ils l'ont droguée, l'ont glissée dans son verre au dîner, ont probablement attendu que ça fasse effet. Puis l'ont mise dans sa voiture. La bouteille d'alcool était pour la forme. Ils voulaient que ça ressemble à une conduite en état d'ivresse. Le sédatif l'aurait rendue somnolente, aurait altéré son jugement. Elle n'aurait peut-être même pas réalisé ce qui se passait avant de s'écraser. Arthur sentit une froide fureur s'installer dans ses os. Pouvons-nous le prouver? Pas au tribunal? Trop de temps a passé. Mais nous pouvons prouver les crimes financiers et nous pouvons fortement suggérer le meurtre. Une fois que le FBI commence à enquêter, ils creuseront plus profond que nous. Blake se tourna vers Arthur. Mais voici le truc. Si nous allons au FBI maintenant, ça devient leur affaire. Ils avanceront à leur rythme. Ça pourrait prendre des mois ou des années. Les Dawson pourraient fuir. Ils pourraient détruire des preuves. Ils pourraient blesser quelqu'un d'autre. Quelle est l'alternative? Le sourire de Blake était froid. Nous nous assurons qu'ils ne peuvent pas fuir. Nous nous assurons que tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Nous les détruisons publiquement avant que la loi les détruise en privé. Arthur considéra cela. Je t'écoute. L'audience de garde est demain. Sharon t'obtient la garde légale d'Emma, coupe l'accès des Dawson. C'est ton objectif immédiat. Mais imagine si pendant cette audience, des preuves de leurs crimes surgissaient juste comme ça. Si la juge apprenait qu'ils sont sous enquête fédérale. Si les médias apprenaient à la fraude et la mort suspecte. Tu parles de fuite des preuves? Je parle de donner au FBI aucun choix que d'agir immédiatement. Si ça devient un scandale public, ils devront agir vite et les Dawson ne pourront pas se cacher. Blake afficha un écran final. J'ai déjà rédigé les paquets. Chaque grand média de l'État,
chaque agence réglementaire, chaque division des forces de l'ordre qui pourrait avoir juridiction. Tout ce dont j'ai besoin est ton feu vert. Et d'ici demain matin, ce sera partout. Arthur pensa à Emma, à Colin, à la voix effrayée de Kelly sur ce message vocal. Il pensa à la justice, à la vengeance, à la ligne entre elles. « Fais-le », dit-il, mais programme-le pour après le début de l'audience. Je veux qu'ils entrent dans cette salle d'audience en pensant qu'ils ont encore une chance. Je veux qu'ils voient tout s'effondrer en temps réel. Blake hocha la tête. Considère ça fait. Arthur quitta le bureau alors que le soleil se levait sur la ville. Il avait un dernier mouvement à faire avant l'audience. Une dernière pièce à mettre en place. Il conduisit jusqu'à la maison des Dawson à Elmwood Hills, une vaste McMansion avec un aménagement paysager parfait et un garage triple. Le quartier s'éveillait, des joggeurs passaient, des arroseurs sifflaient sur des pelouses manucurées. Arthur se gara de l'autre côté de la rue et attendit. À 7h30, Ernie Dawson émergea, vêtu d'un costume cher, se dirigeant vers sa Mercedes. Arthur sortit de sa voiture et traversa la rue. « Monsieur Dawson ». Ernie se tourna, son visage rougissant quand il reconnut Arthur. « Vous n'êtes pas supposé être ici. Je pourrais appeler la police et dire… »« Quoi ? Je suis sur une rue publique. » Arthur s'arrêta à quelques pas. « Je voulais vous parler homme à homme avant l'audience de demain. Il n'y a rien à dire ?» Les mains d'Ernie se serrèrent. « Vous allez perdre ? Emma nous appartient. Colin est un échec et vous êtes un tyran avec de l'argent. » Arthur sourit. « C'est ce que vous vous dites. Que vous faites ça pour Emma ? Que vous êtes les bons ? Nous sommes les bons. Nous avons élevé cette fille. Pendant que Colin se vautrait dans l'auto-apitoiement, nous lui avons donné de la stabilité, une bonne maison, un avenir sur de l'argent volé. » Le visage d'Ernie blêmit. « Je ne sais pas de quoi vous… Rosalie Swanson, Jonathan Wiggins, Cecilia McLachlan. Dois-je continuer ?» Arthur observa l'expression d'Ernie s'effondrer. « 14 millions sur 10 ans. Vous pensiez être malin ? Vous pensiez que personne ne remarquerait. Mais votre fille l'a remarqué et vous l'avez tuée pour ça. C'était un accident. » La voix d'Ernie était à peine un murmure. Elle a appelé une avocate après avoir trouvé vos records. 56 minutes plus tard, elle était morte avec du Rohypnol dans son système. Ce n'est pas un accident. C'est un meurtre. Ernie regarda autour de lui frénétiquement, comme pour vérifier des témoins. Vous ne pouvez rien prouver. Je n'ai pas à le prouver. Le FBI le fera. Arthur s'approcha. Demain, pendant l'audience, chaque média de l'État va publier des histoires sur votre fraude. Chaque agence des forces de l'ordre va recevoir des preuves de vos crimes. À midi, vous serez arrêtés. Le soir, vous serez célèbre. Le couple qui a volé des millions et a tué leur propre fille pour couvrir ça. Non. Les jambes d'Ernie semblèrent céder. Il s'appuya sur sa voiture pour se soutenir. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous rendrons l'argent. Nous disparaîtrons. Laissez-nous juste. Laissez-vous quoi ? Gardez Emma. Continuez votre vie confortable. La voix d'Arthur était d'acier. Vous avez détruit mon fils ? Vous avez volé sa fille ? Vous avez assassiné sa femme ? Il n'y a pas de marché ici. Ernie, pas de négociation, seulement des conséquences. S'il vous plaît, Ernie pleurait maintenant. Donna ira en prison ? Elle n'est pas assez forte pour ça. Ça la tuera. Vous auriez dû y penser avant de tuer Kelly ? Arthur se tourna et revint à sa voiture, laissant Ernie Dawson sanglotant contre sa Mercedes. Le reste de la journée passa en préparation. Sharon affina ses arguments. Marcus compila les paquets d'évidences finaux. Blake mit en place les publications automatisées, programmées pour être en ligne à 10h, exactement quand l'audience de garde était prévue pour commencer. Ce soir-là, Arthur visita Colin et Emma à l'hôpital. Emma sortait le lendemain matin, assez en bonne santé pour rentrer. Colin paraissait mieux qu'Arthur ne l'avait vu depuis des années. Propre, concentré, présent. « Demain », dit Colin, « tout ça finit. »« Demain, ça finit ?» Arthur confirma. « D'une façon ou d'une autre ? J'ai pensé à Kelly, » dit Colin calmement. « À comment je l'ai laissé tomber ? Comment je ne l'ai pas protégé d'eux ? Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû… » La mâchoire de Colin se serra haut. Elle essayait de me dire que quelque chose n'allait pas. Elle avait peur d'eux vers la fin. Je pensais qu'elle était juste stressée par l'argent. Je n'ai pas écouté. Alors honore sa mémoire en étant là pour Emma maintenant, en étant le père dont elle a besoin. Colin hocha la tête. Je le ferai. Je le promets. Arthur les laissa ensemble, père et fille, et conduisit chez lui à travers les rues sombres de la ville. Demain serait le point culminant de tout ce qu'il avait construit, chaque mouvement qu'il avait fait. Demain, les Dawson feraient face à la justice. Il se versa un whisky et s'assit dans son bureau, regardant une photo de Kelly de temps plus heureux, son jour de mariage. Riant avec Colin,
jeune et vivante et pleine d'espoir. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver, dit-il à la photo, mais je peux sauver ta fille et je peux les faire payer. » Son téléphone vibra. Marcus, juste en train de clore des détails. L'enquêteur dit « Je pensais que tu voudrais savoir. Le FBI m'a appelé. Quelqu'un les a typés sur les Dawson. Ils ouvrent une enquête officielle à partir de demain matin. » Arthur sourit. « Timing parfait. Une chose de plus, dit Marcus. J'ai retrouvé l'officier répondant de l'accident de Kelly. À la retraite maintenant, je lui ai dit ce que nous avons trouvé. Il se souvient de cette nuit. Il dit que quelque chose l'a toujours dérangé sur la scène. Mais ses supérieurs ont poussé pour une clôture rapide. Il est prêt à témoigner si ça en arrive là. Excellent travail, Marcus. Arthur raccrocha et leva son verre à la photo. La justice arrive. Kelly, dit-il doucement, je te le promets. Demain, les Dawson entreraient dans cette salle d'audience en s'attendant à un simple combat de garde. Au lieu de ça, ils entreraient dans leur propre destruction, soigneusement orchestrée et absolument inévitable. Arthur Blanchard avait passé sa carrière à détruire des gens qui pensaient être au-dessus des lois. Les Dawson étaient sur le point d'apprendre qu'ils avaient choisi la mauvaise famille à détruire. La salle d'audience était bondée. Arthur arriva tôt, prenant sa place derrière Sharon Davidson à la table des plaignants. Colin s'assit à côté de lui, portant un costume qu'Arthur lui avait acheté, paraissant chaque centimètre le père responsable. Il l'avait toujours été sous le deuil. De l'autre côté de l'allée, les Dawson étaient assis avec Frederick Jamison, le visage de Donna tendu de rage à peine contrôlé, Ernie paraissant comme s'il n'avait pas dormi. Le juge Carolina Boone entra précisément à 10 heures, son expression sévère. C'était une femme dans la fin de la cinquantaine aux cheveux gris acier et aux yeux qui ne manquaient rien. « Nous sommes ici pour l'affaire de garde d'Emma Blanchard. » Commença-t-elle. « Monsieur Jamison, vous avez déposé pour une garde d'urgence au nom des grands-parents maternels, Mademoiselle Davidson. Vous avez déposé une contre-motion au nom du père. Commençons avec... » L'huissier se pencha, murmurant quelque chose. L'expression du juge Boone changea. « On me dit qu'il y a eu un développement, dit-elle. Monsieur Jamison, vos clients sont-ils sous enquête fédérale ?» Jamison se leva d'un bond. « Votre honneur. Je n'ai aucune connaissance de... » Les portes de la salle s'ouvrirent. 2 agents du FBI entrèrent, montrant leur badge. « Ernie et Donna Dawson, » dit l'agent principal. « Nous avons un mandat pour votre arrestation sur des charges de fraude électronique, fraude postale et conspiration pour commettre une fraude. Vous avez le droit de garder le silence. » La salle d'audience explosa. Donna hurla, essayant de se jeter sur Colin. Ernie s'assit simplement, son visage gris. Frederick Jamison paraissait comme s'il avait été frappé par un marteau. Le marteau du juge Boone claqua comme un coup de feu. Ordre, ordre dans cette cour. Tandis que les agents menottaient les Dawson, Sharon se leva avec fluidité. « Votre honneur. À la lumière de ce développement, je demande le rejet immédiat de la pétition de garde des Dawson et la restauration complète des droits parentaux de Monsieur Colin Blanchard. » « Accordé, » dit immédiatement le juge Boone. « Monsieur Blanchard, votre fille est sous votre garde exclusive. L'ordonnance d'éloignement est dissoute, cette affaire est close. » Tandis que les Dawson étaient emmenés, les yeux de Donna trouvèrent ceux d'Arthur. La haine y était pure, mais dessous, il y avait quelque chose d'autre. De la peur. Elle savait que ce n'était que le début. Dehors de la salle d'audience, les reporters grouillaient. Blake avait timé ça parfaitement. Chaque grand média publiait l'histoire. Couple local arrêté dans un schéma de fraude de plusieurs millions. Des questions entourent la mort de la fille qui pourrait avoir découvert le crime. La couverture était partout. Implacable et accablante. Sharon tira Arthur à l'écart. L'agent du FBI m'a dit quelque chose d'intéressant. Ils construisent dans cette affaire depuis des semaines. Apparemment, une source anonyme leur a fourni une documentation extensive. Arthur ne dit rien. Cette source anonyme les a aussi aidés à découvrir des preuves suggérant que la mort de Kelly Dawson pourrait ne pas avoir été accidentelle. Il rouvre l'enquête. Les yeux de Sharon brillèrent. Qui que soit cette source, elle est très minutieuse. La justice a une façon de trouver les coupables, dit Arthur. Colin émergea du tribunal, Emma tenant sa main. Elle paraissait confuse par tout le tumulte, mais elle souriait. En sécurité avec son père. « Papa, » dit Colin, la voix brisée. « Merci, ne me remercie pas encore, » dit Arthur. « Ce n'est que le début. Le procès prendra des mois. Les Dawson combattront à chaque étape. Laisse-les combattre, » dit Colin. « Ils ont déjà perdu... » Le procès devint une sensation médiatique. Au cours des mois suivants, les preuves s'accumulèrent. Des comptables légistes tracèrent chaque dollar volé. Des victimes se présentèrent.
des familles qui avaient été fraudées, leurs règlements siphonnés par la cupidité des Dawson. L'enquête du FBI sur la mort de Kelly découvrit des témoins qu'il avait vu se disputer avec ses parents cette nuit-là, qui avaient entendu Donna dire que Kelly allait tout ruiner. Le rapport du médecin légiste fut réexaminé, le rohypnol, le timing, les circonstances suspectes. Tout pointait vers un acte criminel, bien que des charges de meurtre n'aient jamais été déposées en raison de preuves insuffisantes. L'implication planait sur le procès comme un nuage d'orage. Ernie Dawson craqua le premier, face à des preuves écrasantes. Il prit un accord de plaidoyer, 20 ans en prison fédérale en échange de son témoignage contre Donna. Son témoignage fut dévastateur. Il décrivit comment ils avaient été volés des gens vulnérables pendant des années, comment Donna avait été l'architecte du schéma, comment ils avaient vécu un mensonge bâti sur la souffrance des autres. Et il admit ce qui s'était passé la nuit de la mort de Kelly. Elle a trouvé les documents. Ernie témoigna, la voix creuse. Elle nous a confrontés, a dit qu'elle allait à la police. Donna a paniqué. Elle a mis quelque chose dans le vin de Kelly, a dit que ça la calmerait juste, la rendrait somnolente pour qu'on puisse lui parler raison. Mais Kelly est partie avant que ça fasse pleinement effet. Nous avons essayé de l'arrêter, mais elle est montée dans sa voiture. Nous ne voulions pas qu'elle s'écrase. Nous ne pouvions juste pas la laisser nous dénoncer. La salle d'audience était silencieuse tandis qu'il parlait. Colin s'assit raide, les larmes coulant sur son visage. Arthur garda sa main sur l'épaule de son fils, Stable, présent. Donna Dawson ne montra aucun remords, même tandis que les preuves la détruisaient, même tandis que les victimes témoignaient de leur vie ruinée. Elle maintenait qu'elle n'avait rien fait de mal, que l'argent était mérité, que Kelly avait été ingrate, que Colin leur avait volé Emma. Le jury délibéra pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs, Donna reçut 25 ans, Ernie eut ses 20. Tous deux serviraient leur peine dans des établissements différents, séparés pour toujours. L'argent volé fut récupéré et rendu aux victimes. Les actifs des Dawson furent saisis, la maison, les voitures, chaque luxe acheté avec des fonds volés, tout revint aux gens qu'ils avaient détruits. 6 mois après la fin du procès, Arthur s'assit dans son jardin arrière, regardant Colin et Emma jouer. Colin avait reconstruit son cabinet d'architecture, décrochant plusieurs contrats majeurs. Emma s'épanouissait. De retour à l'école publique, entourée d'amis, le regard hanté avait quitté les yeux de son fils, remplacé par quelque chose qu'Arthur n'avait pas vu depuis des années, la paix. Sharon Davidson le rejoignit sur la terrasse. Acceptant le verre de vin qu'il offrit, l'association du barreau a fini son enquête sur Frederick Jamison. Elle dit qu'il a été radié pour n'avoir pas correctement vérifié ses clients et pour avoir déposé des motions basées sur des informations frauduleuses. Apparemment, les Dawson lui avaient bien promis une part de leur argent s'il les aidait à obtenir la garde d'Emma. Une autre pièce corrompue retirée de l'échiquier. « Tu as l'air satisfait ?»« Je le suis. » Arthur sirota son vin. « La justice a été rendue. Les coupables ont été punis. Ma famille est entière à nouveau. Ta famille est entière parce que tu as démantelé la vie de 2 personnes avec une précision chirurgicale. Sharon l'étudia. Tu ne te sens pas coupable pour ça ? Devrais-je ? Ils ont assassiné leur fille. Ils ont essayé de voler ma petite fille. Ils ont détruit mon fils. » Arthur croisa ses yeux. « Je ne les ai pas détruits, Sharon. Je les ai exposés. Tout ce qui leur est arrivé, ils l'ont mérité. Certains diraient que tu es allé trop loin. Certains n'ont pas vu leur fils presque se boire à mort parce qu'il était systématiquement isolé de son enfant. Certains n'ont pas écouté le message vocal terrifié de leur belle-fille de la nuit où elle est morte. La voix d'Arthur était d'acier. « J'ai fait ce qui devait être fait. Je le referai sans hésitation. » Sharon hocha lentement la tête. « Pour ce que ça vaut, je suis d'accord. » Les Dawson méritaient tout ce qu'ils ont eu. Elle partit peu après. Arthur resta sur la terrasse, observant sa famille, sentant le poids des mois passés se transformer en satisfaction. Son téléphone sonna. « Marcus ?» Juste en train de clore des détails, l'enquêteur dit « Je pensais que tu voudrais savoir. Midwest Settlement Group a réglé hors tribunal avec toutes les victimes. Ils paient une restitution complète en plus de ce qui a été récupéré et ils ont implémenté de nouvelles procédures de supervision. Ça n'arrivera plus. Bien. Aussi, ce flic de l'accident de Kelly, il a écrit une lettre formelle reconnaissant que l'enquête aurait dû être plus approfondie. C'est dans le dossier officiel maintenant. Le certificat de décès de Kelly a été amendé pour noter des circonstances suspectes. Elle méritait au moins ça, dit Arthur calmement. Elle méritait la justice. Et grâce à toi, elle l'a eue. Marcus fit une pause. Tu as fait une bonne chose ici, Arthur. Une chose dure, mais bonne. Après que l'appel se termina, Colin s'approcha.
Emma, ayant couru jouer avec le chien d'un voisin, j'ai pensé à quelque chose. Colin dit, à propos de Kelly, de ce qu'elle a essayé de faire cette nuit-là. Quoi donc? Elle a essayé de les arrêter, même en sachant que ça détruirait sa famille, que ça nous blesserait financièrement. Elle allait essayer de faire la bonne chose. C'est qui elle était? La voix de Colin était épaisse d'émotion. J'aurais aimé être assez fort pour voir ce qui se passait. Pour la protéger mieux, tu étais en deuil. Ils en ont profité quand même. J'aurais dû combattre plus fort. Colin regarda sa fille, jouant dans la lumière déclinante. Mais je combats maintenant pour Emma, pour la mémoire de Kelly, et je n'arrêterai jamais. Arthur serra l'épaule de son fils. Tu es un bon père? Colin. Meilleur que je ne l'ai été. Tu nous as sauvés? Papa. Tu as sauvé Emma, et tu m'as sauvé. Je ne pourrai jamais rembourser ça. Tu n'as pas à le rembourser. Tu dois juste être heureux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable, regardant Emma rire et jouer, en sécurité et aimée, et libre, de l'ombre des gens qui avaient essayé de détruire sa famille. 1 an plus tard, Arthur reçut une lettre, courrier de prison, d'Ernie Dawson. Il faillit la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta, la lettre était courte. « Monsieur Blanchard, je sais que vous ne me pardonnerez pas, je ne mérite pas le pardon, mais je voulais que vous sachiez que je pense à Kelly tous les jours. À ce que nous lui avons fait, à votre fils. À Emma, j'étais faible. J'ai laissé Donna me convaincre que l'argent n'importait pas, que les gens à qui nous volions ne le manqueraient pas. J'ai laissé Donna me convaincre que Kelly était dramatique cette nuit-là, que le sédatif était inoffensif. J'étais un lâche et j'ai payé pour ça. Mais vous devriez savoir que Donna pense toujours qu'elle n'a rien fait de mal. Même ici, même maintenant. Elle dit à quiconque écoute qu'elle était la victime, que vous l'avez piégée, que Kelly était ingrate et méritait ce qui est arrivé. Je pensais que vous devriez savoir quel genre de personne elle est vraiment. Probablement vous le saviez déjà. Je n'attends rien de vous. Je voulais juste dire que je suis désolé. Pour ce que ça vaut, Ernie Dawson. Arthur lut la lettre 2 fois, puis la brûla dans sa cheminée. Désolé n'était pas assez. Désolé ne serait jamais assez. Mais au moins, l'un d'eux avait la décence de ressentir du remords. Donna, cependant, restait impénitente. C'était bien, elle avait 25 ans pour réfléchir à ses choix, 25 ans pour comprendre ce qu'elle avait perdu, 25 ans pour être exactement ce qu'elle méritait d'être, oubliée et seule. 2 ans après le procès, l'enseignante de 8e d'Emma appela Colin pour dire qu'elle avait écrit un essai sur sa famille. Colin l'apporta à la maison et le montra à Arthur. L'essai était intitulé « Mes héros ». Quand j'étais petite, ma maman est morte dans un accident de voiture. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle, mais mon papa dit qu'elle était courageuse et gentille et essayait toujours de faire la bonne chose. Après sa mort, les choses sont devenues vraiment dures. Mon papa était triste et les parents de ma maman ont essayé de m'enlever à lui. Mais alors, mon grand-pa est intervenu. Grand-pa Arthur est la personne la plus forte que je connaisse. Il est intelligent et dur et il n'abandonne jamais les. Quand de mauvaises personnes ont essayé de blesser ma famille, il les a arrêtés. Il s'est assuré que je puisse rester avec mon papa où je suis. Mon papa est mon autre héros. Il n'a jamais arrêté de se battre pour moi. Même quand les choses étaient vraiment dures, il m'a montré que être fort ne signifie pas que tu ne deviens pas triste ou effrayé. Ça signifie que tu continues quand même. J'ai de la chance de les avoir tous les deux. Ma maman serait fière d'eux. Je pense que je sais que je le suis. Arthur lui laissait 3 fois. Quelque chose de serré et chaud s'élargissant dans sa poitrine. Ça, c'était pour ça que tout avait été, pas la vengeance, pas la punition, mais la protection, la famille, l'amour. Colin prospérait maintenant. Son cabinet était devenu l'un des plus respectés de l'État. Il avait même commencé à sortir de nouveau, prudemment. Avec l'approbation d'Emma, l'ombre de la mort de Kelly serait toujours là. Mais elle ne le consumait plus. Emma était heureuse, en bonne santé, entourée de gens qui l'aimaient et la mettaient en premier. Elle jouait au football, excellait à l'école, avait des amis et des hobbies et un avenir brillant s'étendant devant elle. Et Arthur avait sa famille de retour, entière, guérie, en sécurité. 5 ans après la condamnation des Dawson, Arthur reçut la nouvelle que Donna était morte en prison, une crise cardiaque, soudaine et massive. Elle avait 73 ans, il ne ressentit rien en l'entendant. Pas de satisfaction, pas de tristesse, pas de clôture. Elle était simplement partie, effacée du monde comme elle avait essayé d'effacer sa famille. Ernie restait en prison. Arthur ne répondit jamais à ses lettres. Mais Marcus gardait un œil sur lui. Il était devenu un prisonnier modèle,
enseignant des cours de littératie financière à d'autres détenus, essayant d'expier de petites façons, il mourrait en prison. Sa santé déclinait, mais au moins mourrait-il avec une mesure de conscience de soi. Colin n'assista pas à l'enterrement de Donna, ni Arthur, ni Emma, maintenant âgés de 13 ans et s'épanouissant au collège. Les Dawson étaient devenus une note de bas de page dans leur histoire, un chapitre sombre qui était fermé et verrouillé. La famille qu'ils avaient essayé de détruire n'avait pas seulement survécu, mais avait fleuri à l'anniversaire de 18 ans d'Emma. Colin lui donna une lettre. Kelly l'avait écrite des années avant sa mort, pour être donnée à Emma quand elle deviendrait adulte. Emma la lut en privé, puis vint chez Arthur avec des larmes coulant sur son visage. « Elle savait », dit Emma, serrant la lettre. « Maman savait que ses parents étaient de mauvaises personnes. Elle a écrit sur vouloir me protéger d'eux, sur s'assurer que je serais en sécurité avec papa. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais te faire confiance. Grandpa, que tu prendrais soin de nous. » Arthur serra sa petite fille, tandis qu'elle pleurait. Cette jeune femme qui portait l'esprit de Kelly et la force de Colin dans son propre cœur féroce. « Elle avait raison, » dit Emma finalement. « Tu as pris soin de nous. Tu nous as sauvés. Ta mère t'a sauvé. » Arthur dit doucement. « Elle a essayé de les arrêter. Elle s'est battue pour ce qui était juste. J'ai juste fini ce qu'elle a commencé. » Emma recula, essuyant ses yeux. « Je veux faire quelque chose pour maman. Quelque chose qui compte. Qu'as-tu en tête ? Je veux étudier le droit. Je veux aider des gens comme nous, des familles déchirées par de mauvaises personnes. Je veux me battre pour eux comme tu t'es battu pour nous. » Ses yeux étaient féroces. « Je veux la rendre fière. » Arthur sentit sa gorge se serrer. « Elle est déjà fière de toi, et moi aussi, 10 ans après que tout a commencé. » Arthur Blanchard s'assit dans une salle d'audience, regardant sa petite fille argumenter son premier cas, Emma Blanchard, maintenant 27 ans et une étoile montante au cabinet de Sharon Davidson, se tenait devant la juge avec confiance et passion, défendant les droits de garde d'un père contre des grands-parents outrepassants. Le cas était douloureusement familier, les arguments, la manipulation, les tentatives d'effacer un parent de la vie de son enfant. Mais cette fois, Emma était là pour l'arrêter, armée de la loi, de preuves, de la détermination de fer qui coulait dans son sang. Elle gagna, tandis que la juge statuait en faveur de son client. Les yeux d'Emma trouvèrent ceux d'Arthur dans la galerie. Elle sourit, et dans ce sourire, Arthur vit 3 générations, le courage de Kelly, la résilience de Colin et la propre lumière féroce d'Emma. La justice, pensa Arthur, n'était pas juste à propos de punition, c'était à propos de protection. C'était à propos d'assurer que les bonnes personnes pouvaient vivre sans peur, que les mauvaises personnes faisaient face aux conséquences, que les familles pouvaient guérir. Il avait passé toute sa carrière à se battre pour la justice dans des salles d'audience et des salles de conseil, mais le combat le plus important de sa vie avait été pour sa famille, pour son fils, sa petite fille, et la mémoire de la jeune femme qui avait essayé de faire la bonne chose et l'avait payée de sa vie. Les Dawson étaient partis maintenant, Donna Morte, Ernie mourant, leur legs, rien d'autre que des comptes d'avertissement et des dossiers judiciaires scellés, mais les Blanchard restaient plus forts que jamais, liés par l'amour et la perte et la détermination incassable de se protéger mutuellement. Colin s'approcha, maintenant 50 ans et distingué. Son cabinet d'architecture, l'un des plus réussis de la région, il tapa sur l'épaule d'Arthur. « Elle est quelque chose, n'est-ce pas ?» dit Colin, regardant Emma parler avec son client. « C'est une Blanchard, » répondit Arthur, « forte, intelligente et absolument implacable quand il s'agit de protéger les gens qu'elle aime. Comme quelqu'un d'autre que je connais, » dit Colin avec un léger sourire. Ils regardèrent Emma ensemble, cette jeune femme qui avait traversé tant de choses, mais avait émergé entière et féroce et bonne. Elle était leur victoire, pas sur les Dawson, mais sur tout ce que les Dawson avaient essayé de faire, chaque mensonge qu'ils avaient dit, chaque manipulation qu'ils avaient tentée, chaque cruauté qu'ils avaient infligée, tout avait échoué. Les Blanchard avaient de gagner, et ils continueraient à gagner génération après génération parce que c'est ce que font les familles quand elles s'aiment farouchement et se battent l'une pour l'autre sans hésitation. Arthur Blanchard avait 82 ans. Il avait construit des empires et les avait démolis. Il avait gagné des cas impossibles et s'était fait des ennemis puissants. Il avait perdu sa femme et avait presque perdu son fils. Mais assis dans cette salle d'audience, regardant sa petite fille être la guerrière que sa mère avait essayé d'être, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une paix complète et totale. La justice, réalisa-t-il, n'était pas juste à propos de la salle d'audience. Ce n'était pas juste à propos de vengeance ou de punition ou même de la loi.
La justice était à propos d'assurer que la génération suivante pouvait se tenir droite, pouvait se battre pour ce qui était juste, pouvait protéger les vulnérables sans peur. La justice était Emma Blanchard, 27 ans et inarrêtable, portant le courage de sa mère et la force de son grand-père, dans un avenir où les mauvaises personnes la feraient face au tribunal et perdraient. La justice était la famille entière et guérie et incassable. La justice, pensa Arthur avec satisfaction, était enfin accomplie. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai